Cet été, je vous emmène avec mon partenaire RZN Radio à la rencontre de nouvelles voix. C'est une série de rencontres imaginées par RZN que j'ai le plaisir de vous faire découvrir jusqu'à début août. Vous y croiserez des personnalités attachantes, atypiques, certaines connues, d'autres anonymes, des histoires qui m'ont touchée et que j'ai choisies pour ça. Et courant août, on se retrouve avec des replays de La Petite Voix pour découvrir ou redécouvrir certains épisodes. Bonne écoute et bel été! Ce que vous allez entendre est une histoire de résilience. On avait de la gaieté, c'était bien, on discutait, on faisait les veillées ensemble. Qui amène aussi par des pratiques en rencontrant l'autre, se connecter, à s'unir. Qui m'ont appris à discuter avec l'autre, à accompagner l'autre et à avoir un œil. En tout cas, l'histoire a été racontée et il y a quelque chose qui peut être par la suite partagé. Donner envie aux gens de venir avec toi dans l'histoire que tu racontes. Il y a toujours un merci derrière. Merci par ton malheur de nous donner l'occasion de rire. Rencontre par RZN. On ne le choisit pas et pourtant il nous accompagne toute notre vie, notre prénom. On va en parler aujourd'hui sur RZN Radio, première radio positive de France. On prend le temps d'écouter ce que nos prénoms disent de nous, de notre histoire et parfois même de notre chemin de vie. Pour en parler, je reçois Anne Tuffigo, médium, conférencière et auteure du livre « Ce que révèlent nos prénoms ». Anne Tuffigo, bonjour. Bonjour Emeline. Ça fait longtemps que j'attendais de vous rencontrer. Je le découvre. Ouais. Merci de m'avoir invitée. Je suis très contente aujourd'hui. Donc je viens de le dire, vous êtes donc médium. Oui. On va en parler un tout petit peu parce Bien que sûr. je me suis mise à la place des auditeurs, auditrices et moi ça m'aurait énervé d'entendre une journaliste recevoir une médium sans parler de médiumnité, en savoir un petit peu plus. Et puis on va revenir sur ce livre qui m'a fascinée, qui est très très bien écrit. Merci. Donc Ça bravo. me touche. Ouais, franchement on va reparler de ça aussi parce que j'ai pu remarquer la qualité de votre écriture qui m'a fait du bien. Bon, j'ai un petit parcours littéraire, vous le savez, Oui. ou peut-être, donc ça aide, bien sûr. Quand vous dites parcours littéraire, on peut en dire un petit peu plus Bien peut-être. sûr, oui. Parce qu'on ne se réveille pas un matin en se disant je vais être médium. Moi, alors, loin de là, d'ailleurs ce mot je l'ignorais tout à fait, parce que je pense que dans ma famille on aurait plutôt dit sorcière ou folle. Moi j'ai suivi un parcours littéraire, au départ c'était pas le cas, j'étais en sport-études, danse classique pour tout dire, je voulais être danseuse au Bolchoï, donc j'avais école le matin et danse l'après-midi, jusqu'à la fin de mon collège quand même, et puis mon squelette n'a pas suivi, j'ai pas grandi, je savais que j'allais pas pouvoir intégrer un corps de ballet dignement, enfin en tout cas au niveau auquel je rêvais, et il s'est trouvé que cette même année, dans les réunions parents-prof, il y a la prof de français qui convoque ma mère, donc là je pense que je vais me prendre une colle ou une retenue, que j'ai fait un truc de mal, et c'est en fin de troisième, et elle lui dit que non, j'ai des facultés incontestables pour la littérature, qu'il faut que je poursuive, que je fais des très belles dissertes, et qu'il faudrait qu'un jour je fasse une hypocagne. Alors moi, hypocagne, je sais même pas ce que c'est, je m'en fous. D'abord, je suis dans le deuil de ma vie d'artiste déjà, donc moi, ingénieur, chimiste ou prof, tout pour moi de toute façon est raté, et malgré tout je persévère au lycée, on m'encourage, je suis en province à ce moment-là, je suis en Normandie, et je vais descendre sur Paris, parce que moi pour le coup en Normandie on descend sur Paris pour faire ses études, et je vais faire Hippocagne, et j'intègre la Sorbonne où je vais faire une licence d'allemand, une agrègue de lettres modernes, et je vais enseigner à Paris le français. Et alors à quel moment vous devenez médium ? D'ailleurs, est-ce qu'on devient ou est-ce qu'on est médium ? Alors, à quel moment est-ce que je prends conscience que les facultés que j'ai depuis toute petite sont à classifier de l'ordre extrasensoriel et que je vais en faire quelque chose ? Le décès de ma maman en 2004, qui est brutal, volontaire, et un cataclysme dans ma vie. Tout ce que j'avais rangé dans ma petite case, peut-être que t'es folle, tu sais pas ce que tu vis, et peut-être qu'il faut pas en parler. À ce moment-là, ça me déborde en fait, et toutes ces prémonitions, ces intuitions, elles remplissent complètement ma vie. Je vous la fais courte, une rencontre avec un vieil homme qui, lui, est médium depuis la nuit des temps. C'est un peu, vous savez, quand on a besoin d'une... Moi, j'ai toujours été entourée de grands pontes, finalement. Des grands danseurs de l'opéra. À Henri IV, on a des enseignants qui sont le sérail de la littérature, à la Sorbonne aussi. Et donc, cet homme, en tout cas émérite dans son métier, lui aussi me valide. Peut-être que ça m'a aidé à
à franchir le cap et de ne pas me sentir folle toute seule, peut-être. Et il m'a jetée, parce que c'est le cas de le dire, dans les salles spirites parisiennes pour faire des médiumnités publiques, ce que je connaissais absolument pas. Enfin, moi, je connaissais rien du tout de tout ça. Ça a été un torboyau au sens propre comme au sens figuré. Et j'ai compris à ce moment-là que je pouvais aider les familles qui attendaient des messages de leurs proches disparus et en tout cas à cheminer sur leur chemin de deuil et d'apaisement. Et j'ai plus jamais arrêté parce qu'en fait, je me suis fait happer après par toute cette vie. Il a fallu faire un choix, bien sûr. Il était hors de question que le week-end je sois médium et la semaine prof de français. En tout cas, je savais que j'allais avoir des problèmes à garder ce binôme. Et je me suis dit, allez, je me laisse une année pour voir si c'est vraiment ce que je dois faire. Et en ne disant rien à ma famille, je précise. Et ça fait 16 ans que je vous raconte ça et que je continue aujourd'hui à chaque jour, comme on se le disait en préambule, à recevoir des gens de tous horizons, tous métiers, tous milieux, tous âges. Et on ouvre les portes de l'invisible, quoi. Rencontre par RZN. Aujourd'hui, si vous êtes là dans le studio RZN Radio, Anne Tuffigo, c'est parce que vous avez écrit ce livre, Ce que révèlent nos prénoms. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de consacrer un livre aux prénoms, Anne ? Pour 2 raisons. La première, la thématique. C'est-à-dire que, et c'est d'ailleurs le cheminement littéraire de mes différents ouvrages, les premières questions qu'on me pose dans mon cabinet, c'est est-ce que mon défunt a un message à me faire parvenir ? Donc on me pose la question à la médium que je suis et j'officie. La seconde question, c'est est-ce qu'ils m'ont envoyé, est-ce que mon défunt m'a envoyé un signe que je n'aurais pas su voir ? Et alors là, on égrène tout le langage sémiologique. Et la troisième question est toujours, alors si tout ça existe, ça veut dire qu'on a un rôle sur Terre, une mission qui nous incombe. Et alors qu'est-ce que je fous là ? Quelle est ma mission de vie ? À quoi je sers ? Ça, c'est les 3 grandes questions. Et dans cette approche de la mission de vie, qui est à la fois abyssale comme réponse et complètement insaisissable, je me suis aperçue, parce que mon rituel immuable quand je fais une consultation, c'est de noter sur une feuille blanche, vieille prof oblige, le prénom de mon consultant et sa date anniversaire. Mais comme une façon... comme on fait un mantra d'ouverture, enfin voilà, un petit rituel. Et je me suis aperçue que, évidemment, je délivrais des informations à mes consultants, mais qu'en fonction de leur prénom et de la signification du prénom, il y avait des grandes lignes communes, des missions de vie, des épreuves qui leur incombaient presque toujours. Et donc, j'ai fait ce parallélisme-là en disant, mais finalement, moi qui cherche des signes partout, tout le temps, pour essayer de le faire découvrir aux autres, déjà, dans notre prénom et notre nom de famille, il y a déjà une foule d'informations nous concernant qu'on ne regarde jamais. Ou alors qu'on regarde sous un regard un peu enfantin, littéraire ou romantique, alors qu'il y a des choses bien plus profondes et graves qui sommeillent. Moi, quand j'ai expliqué que j'allais vous recevoir pour votre livre « Ce que révèlent nos prénoms », ça a enclenché évidemment plein de conversations. Et je pensais être la seule à me faire un délire, moi, avec les prénoms avant d'avoir votre livre entre les mains. Par exemple, je sais pas, moi, le prénom Julie, à chaque fois, j'ai l'impression que je rencontre la même typologie de Julie. Oui. Elle se ressemble. Ou alors, d'autres fois, je me suis entendue dire, désolée pour les Julie qui m'écoutent, mais que telle personne, pour moi, c'était pas vraiment une Julie. Ouais. Vous voyez, il y a quand même quelque chose, certains prénoms qui nous inspirent de la douceur, d'autres au contraire, avec lesquels on a une réaction un petit peu plus épidermique, ce qui peut sembler étrange, mais je pensais vraiment être seule dans mon délire. Non, il y a vraiment une empreinte, une essence, une énergie particulière, parce que ça répond à une mission particulière. Et donc, Julie vient des fameuses familles romaines, Julius, Caius Julius César, il s'appelait comme ça, il ne s'appelle pas que Jules César. Et en fait, on avait des noms de gens à l'époque chez les Romains, des grandes gens, on n'avait pas ce qui veut dire les gens aujourd'hui en langue française. Et donc, il y avait 3 grandes familles dans les gens. Donc, ça veut dire qu'elle est porteuse d'une famille hautement connue sous la Rome antique et qui devait être illustre. Donc, les Julius se sont souvent trouver sa place, trouver son identité. Est-ce qu'on va dépasser sa condition sociale ou pas ? C'est ça le rôle des Julie. Si une Julie arrive dans une famille ouvrière, par exemple, elle porte un prénom presque noble, presque patriarcal, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'elle va faire ? Est-ce qu'elle va avoir envie de dépasser sa condition ? Ou au contraire, rester dans les rangs. Ouais, là, je suis en train de vraiment penser à ma Julie en question. Micro-analyse, là. Et là, ça y est, je suis en train d'avoir le cerveau qui fume, mais je sais aussi pourquoi je vous ai face à moi aujourd'hui. Voilà. Parce que dans votre livre, moi, c'était un peu le risque. On m'a dit, mais oui, mais elle est médium, ça va pas être un peu trop barré.
Et la Bah bonne non. surprise, non, parce qu'en fait, là, vous faites une fusion entre C'est ça. cet univers de la médiumnité et puis votre côté ultra littéraire, renseigné, c'est chiadé. J'ai appris L'étymologie plein de est une choses. passion pour moi. C'est, Ah ouais. Vous savez, ce qui est passionnant dans l'étymologie, c'est que, quelles que soient nos origines sociales, culturelles, ethniques, un prénom a toujours en linguistique une racine commune qui se décline selon les langues, selon les cultures, mais on peut toujours trouver un sens unique et universel. Et c'est ça qui me passionne, c'est-à-dire que d'où que nous venions, qui que nous soyons, on a toujours une racine linguistique commune et c'est passionnant. Dans votre Moi, ça livre. me passionne, mais je pense qu'on l'a compris. Oh oui, alors là, oui, vraiment. Et ça, je veux dire que c'est une évidence dans votre livre. Moi, grâce à vous, j'ai par exemple appris qu'on n'avait pas de nom de famille jusqu'au XIe siècle en France. Absolument, absolument. On n'avait que des surnoms. Il faut pas oublier, Emeline, que nous sommes un peuple initialement d'agriculteurs, que peu accédaient au lettrisme. Donc on était plutôt à vivre dans les champs, on s'interpellait, on se sifflait, on se donnait des surnoms. Alors si, petit quiz, est-ce que vous avez bien fait votre job? Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on a commencé à donner des noms de famille en France, d'après vous? Alors, je l'ai lu, mais je me suis dit, mince, je vais la laisser nous expliquer, parce que j'ai du mal à expliquer parfois ce que je lis. Mais c'était pas pour une histoire de répartition des terres? Alors, parce qu'il y avait justement des terres, il fallait, et nous, là vous allez voir que cette réponse est on ne peut plus moderne, il fallait imposer les taxes. Et donc, comment imposer les taxes si on ne pouvait pas désigner le propriétaire terrien, ou en tout cas le vilain qui allait travailler sur les terres. Donc en fait, pour payer la dîme, la gabelle, la taxe sur le sel, eh bien il fallait pouvoir faire un mini recensement de la population, donc la nominer. Voilà pourquoi, et la nommer. Voilà pourquoi on a, donc pour une histoire de pognon, quoi. Voilà, on va le dire. Encore. Aujourd'hui, je reçois Anne Tuffigo, médium, conférencière, auteure du livre Ce que révèlent nos prénoms. Vous parlez, par exemple, des prénoms en termes de vibration. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Pour moi, quand je parle de vibration, c'est une vibration de l'âme. C'est-à-dire que notre prénom est l'extension terrestre de la grande mission que notre âme va vouloir, je dis bien, va bien vouloir vivre sur Terre, en fait. C'est comme si c'était un marqueur tangible de quelque chose de subtil et d'invisible. Voilà, la mission de vie, on est d'accord. Mission de vie, ça veut dire le chemin. Missionner, être en mission veut dire être en chemin, poursuivre son chemin. C'est ce qu'on fait sur Terre. On poursuit notre chemin de façon terrestre et temporelle aussi. On va de 0 à parfois 100 ans, parfois beaucoup moins que ça. Et donc, c'est quel chemin on va égrener, qu'est-ce qu'on va expérimenter, qu'est-ce qu'on va vivre. Notre prénom, il nous donne déjà les grandes lignes. Mais je précise encore qu'on a bien décidé tout ça. Je sais que parfois, c'est un peu frustrant ou ça génère des colères de le dire. Et donc, notre prénom vient nous rappeler sans arrêt ce que nous sommes bien voulus descendre pour vivre. Alors là, on fait une petite pause pour celles et ceux qui ont peut-être froncé les sourcils. Parce qu'il faut imaginer que là, pendant notre interview, Anne, il y a d'un côté des auditrices, auditeurs qui, eux, sont peut-être très éveillés, aucun problème avec les médiums, croient en une vie après la vie. Puis il y a tous les autres. Enfin, il y a évidemment des chemins intermédiaires, mais qui se disent, mais de quoi elle parle? Mission de vie, on décide d'avant. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'avant de nous incarner sur Terre, pour celles et ceux qui croient aux vies antérieures et aux vies futures, et qu'en fait, on déciderait d'incarner cette vie. Par exemple, de dire, moi, dans cette vie, je vais jouer le rôle d'Emeline, je serai journaliste. Alors, Emeline, elle se dit, avant ça, je vais incarner une thématique. Voilà, j'ai une thématique en tête. Qu'est-ce que je veux travailler dans cette thématique? Disons que j'ai vécu jadis des injustices, donc je veux travailler le thème de la justice, par exemple. Je veux travailler le thème de l'indépendant, je veux travailler le thème de la légitimité, de l'absence de spoliation, de la quête de l'amour non toxique. On vient d'abord travailler une grande thématique et pour ça, comme un scénariste le fait, on va planter le décor d'une famille, des preuves, de ceux qui vont nous entourer, ceux qui vont nous aimer, ceux qui vont nous mettre des bâtons dans les roues. Tout ça pour concourir au mieux à la mission qui nous incombe. On est les grands scénaristes, on est les grands Spielberg de notre incarnation. On va décider... alors, on va pas décider de tout, mais on va décider en tout cas des grandes épreuves. La seule chose qui va rester dans notre libre arbitre, parce que j'insiste bien,
Le second nom de la Terre, pour moi, c'est le libre arbitre. On va choisir à tout moment ce qu'on veut faire. Arrêter, continuer, persévérer, ralentir, exploser en vol ou au contraire s'illustrer. Et à chaque moment, on va se dire combien de temps vais-je mettre pour cela et de combien d'énergie vais-je disposer. Et le prénom, par contre ? Vous savez, le prénom, c'est comme les archétypes de Jung, en fait. C'est quelque chose qui est de l'ordre de la vibration qui va nous concerner dans cette... C'est notre carte d'identité un peu vibratoire. En plus, il y a quelque chose de très phonétique dans un prénom, de très musical aussi. Voilà, c'est comme si on avait cette dénomination, j'ai envie de dire, presque énergétique. Oui, c'est ça. Et si jamais on n'aime pas notre prénom, parce que ça arrive aussi Bien parfois. sûr. Alors là, qu'est-ce que vous en pensez, Anne ? C'est qu'on part déjà un petit peu à revêche sur la mission qui nous incombe. Peut-être qu'on a déjà conscience qu'on a lourd à porter et que parfois on n'a pas envie de porter, on a envie de dépasser parce qu'il y a la mission qui nous incombe et puis la lignée transgénérationnelle, n'est-ce pas, qu'on choisit, et nos parents qui mettent sur nos épaules de la même façon leurs espoirs, leurs attentes, leurs échecs, leurs demandes de dépassement. Et des fois, l'enfant qui arrive se dit « mais c'est lourd sur mes petites épaules, est-ce que j'ai envie de faire tout ça ?» Vraiment. Il y a un peu un côté rebelle sur... c'est pas qu'un prénom qu'on n'aime pas, c'est peut-être la mission qui est rattachée, qui parfois nous semble trop lourde ou trop injuste aussi, parfois trop injuste. Et puis il y a le premier prénom, parfois il y a le deuxième, le troisième, mais eux aussi racontent quelque chose. On les considère tous, exactement. Je cite Lavoisier, quand même, c'est fou pour une médium de citer un scientifique, surtout quand on a fait des études de lettres, mais c'est ça. Dans l'univers, rien ne se perd, tout se crée et tout se transforme. C'est-à-dire que tout ce que vous rajoutez, c'est pas des fioritures. C'est toujours quelque chose en plus qui vient nous dire quelque chose de nous, en fait. Et quand on creuse, je vous assure, enfin sur les prénoms... Vous avez creusé ? Oh bah j'ai creusé un peu, parce que moi je m'appelle Emeline, deuxième prénom Jeanne. Ah, et on en parle de votre prénom, Emeline ? Ah bah alors là, oui, oui. Ouais. Bah bien sûr, parce que moi, quand je viens... toute chose est source de... Toute rencontre est source de recherche pour moi, parce que je suis une vraie chercheuse. Alors, en plus, votre prénom avec un H, ce qui n'est pas commun par rapport aux Emeline qui n'ont pas de H. Donc, j'ai cherché. C'est une variation orthographique de 2 mots germaniques. Parce que de façon générale, votre prénom, il est d'origine germanique. Et alors, il y a deux possibilités. Il y a Amal, donc Emeline, c'est Amal. En allemand, ça veut dire celle qui doit toujours bosser, la besogneuse. Ça, c'est fait. Et la première avec le H, si on considère le H, ça serait la contraction de Ham en allemand qui veut dire le foyer. Je vous fais le superbe résumé que vous allez adorer. Celle qui doit toujours bosser à la baraque. En gros, il était temps que ça se dise enfin. Voilà. Mais donc, qu'est-ce que ça sous-entend ? Anne. Rester femme au foyer. C'est ça que dit votre prénom. Celle qui fait des enfants, qui reste à la baraque et qui est besogneuse. Qu'est-ce qu'était à l'époque une femme besogneuse à la maison ? Une femme qui savait procréer, parce que je vous rappelle que quand même, on était femme à l'époque que si on était capable d'enfanter. On ne va pas raconter les lignées royales où ces pauvres femmes qui étaient choisies pour être les femmes du roi, bonjour le job, parce que si vous ne donniez pas d'héritier, vous étiez bonne à aller à la poubelle. Et puis surtout, là, il fallait être besogneuse à la maison. Qu'est-ce que vont faire les Emeline ? Je vous vois aujourd'hui derrière ce micro. Est-ce que vous allez décider d'être dans cette lignée de femmes besogneuses qui se reproduisent et qui satisfont leur mari et la lignée, ou vous avez décidé de sortir de cela et d'être une femme qui s'accomplit à l'extérieur ? Voilà, ça y est, première mission de vie, peut-être cochée, qui sait. Non mais oui, c'est intéressant en fait, parce que le H n'est pas que c'est pas juste une variation orthographique. On vient dire, faut que tu restes à la maison, toi. Donc la question par extension, c'est est-ce qu'il y a des femmes de votre lignée qui ont voulu s'affranchir, partir, jouer les guerrières et les intrépides pour que la lignée dise, toi tu restes là, toi tu restes à la maison, tu t'en vas pas. Alors s'en aller voulait dire aussi, je m'en vais avec un amant, je m'en vais ailleurs, je quitte mon mari, je quitte le foyer. Ça raconte aussi ces histoires de femmes qui ont peut-être déçu, entre guillemets, leur famille. Moi, je sais qu'à une lettre près, effectivement, ce H qui a été rajouté, je pense que j'aurais pas la même vie aujourd'hui. C'est ma maman, à l'époque, qui a cette idée, qui aimait bien le prénom Emeline, mais qui se dit, je vais mettre un H et puis un Y à la place du I. Ça donnera un côté plus moyenâgeux. Voilà, ça commence comme ça, mon histoire. Oui, mais non, ça veut dire 2 fois de suite, elle reste à la maison au foyer, je veux la garder près de moi. Et le Y, c'est une lettre d'ancrage. Elle a intérêt de rester les pieds sur terre et près de moi aussi. Donc, elle a peur de perdre ses enfants quand on fait ça.
Alors là, si on avait su la suite, mais j'ai pas le temps de vous raconter toute ma vie, Anne. Bah oui, mais au moins je fais oui, c'est intéressant. C'est pour ça que je vous dis, quand j'ai lu votre livre, Ce que révèlent nos prénoms, je me suis dit, ça enclenche forcément des conversations. Je l'ai vu autour de moi. Les langues se délient. Moi, mon deuxième prénom, c'est Jeanne, qui est celui de mon arrière-grand-mère que j'ai pas connu. Ce qui arrive souvent d'ailleurs dans les familles, c'est-à-dire que je suis née l'année de sa mort. Voilà, je sais pas. Chassé croisé, des âmes qui reviennent et qui partent. On dit que la mort appelle la vie et que la vie appelle la mort. Ouais, et ça s'est reproduit à la naissance de ma fille où j'ai perdu moi-même ma grand-mère. Donc c'est vrai que nous, dans notre lignée, ça arrive. Mais surtout, moi, je porte ce deuxième prénom Jeanne. J'en ai toujours été évidemment très fière. Mais j'ai découvert que récemment qu'en fait, elle s'appelait pas vraiment Jeanne. Elle s'appelait Cyr, C-Y-R. Elle n'aimait pas son prénom, donc elle se faisait appeler Jeanne. Et donc là, ça réinvente un petit peu mon histoire. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que déjà, on vous donne un prénom qui n'est pas le bon, en tout cas dans l'histoire. En plus, Jeanne veut dire celle qui doit être la porteuse de la miséricorde, celle qui doit porter tous les péchés de sa famille et les réparer. Ça fait beaucoup la mission quand même. Oh, c'est lourd. Franchement, je vais poser mon sac à dos. Anne, heureusement que vous êtes venue. Vous voyez, c'est pour ça que des fois, les gens se disent « Oh non, mon prénom, zut !» Et d'ailleurs, vous racontez, il y a cette anecdote d'une Sophie qui vient vous voir en consultation et qui est un peu sûre d'elle concernant l'origine de son prénom. J'en ai beaucoup, des gens en consultation sur deux de prime abord, et puis après, il y a un peu l'édifice qui s'écroule. Déjà parce que s'ils viennent me voir, ils ont des interrogations. Mais oui, souvent plus les prénoms sont de prime abord faciles à interpréter, plus les gens font un contresens, en fait. C'est pour ça que Sophie, c'est l'exemple parfait. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette Sophie, en Elle dit bonjour, je m'appelle Sophie, je suis la sagesse, en grec Sophia. Donc en plus, elle me glisse une référence helléniste, comme si elle voulait me donner une tartine de culture, et ça me fait sourire parce que je peux pas m'empêcher évidemment de lui dire non, c'est complètement faux. Donc je sais que je la contrarie, je sais tout de suite que bam, on arrive et on est en opposition. Mais je lui dis mais non, justement, je vais en profiter. Sophie ne veut pas dire la sagesse. Je lui dis vous n'êtes pas une chaise, une table. Votre prénom et vous-même, votre individualité est en constante évolution. Et un prénom tend à nous dire qui nous voudrions être, ce vers quoi nous tendons. Et donc je lui dis on va refaire cette phrase. Sophie est celle qui essaiera d'être sage un jour. Et là elle se fige. Et je lui dis donc de façon générale, comme dans ce célèbre livre Les Malheurs de Sophie de la comtesse de Ségur, Sophie passe, alors c'est très 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 judéo-chrétien, la comtesse de Ségur, Sophie dans la religion chrétienne repose sur le principe du pardon, n'est-ce pas ? C'est le pardon christique, c'est le fondement de la chrétienté. Et pour cela, Sophie passe par toutes les conneries de la terre, c'est-à-dire les 7 péchés capitaux. Je ne sais pas si vous vous rappelez, elle mange trop, elle est malade, elle est en colère, après elle est jalouse de son cousin Paul. Paul, il prend cher dans le bouquin, et à chaque fois, il lui demande pardon. « Oh, pardon, mon petit Paul, vous voyez ce que oh, s'il te plaît, pardonne-moi, je ne voulais pas te faire du mal, alors qu'il a plus de sourcils, il a plus de cils. Enfin bref, le gamin, en fait, il est super harcelé, mais à la fin, elle lui demande pardon. Et en fait, c'est ça, c'est l'apprentissage de la sagesse par l'expérience de la vie, c'est-à-dire les péchés, si je résume bien. Donc souvent, les sophistes, ce sont des rebelles qui sont pas forcément OK sur l'autorité instaurée, les croyances limitantes, et elles ont besoin d'aller au-delà de ce qui est permis pour, on l'espère, atteindre la sagesse. Donc c'est un contresens complet de dire qu'on est ce vers quoi nous tendons. C'est un contresens complet de dire que l'on est ce vers quoi nous tendons. J'ai besoin de répéter cette phrase. On fait un mantra du jour. Ouais. Exactement. Vous avez 2 heures pour méditer 4, allez, je suis sympa. J'ai aussi réfléchi au fait que dans certaines lignées familiales, il y a des prénoms qui reviennent régulièrement, de génération en génération. Vraiment, je vous demande de vous renseigner, poser des questions à la suite de cette interview, vous qui êtes en train de nous écouter, parce que vous allez voir que les langues se délient, que c'est assez fascinant. Ou pas. Les secrets de famille. Ah bah oui, c'est vrai. Il y a des choses qu'on laisse. Il y a les non-dits et les secrets de famille. Justement, quand on sent qu'on bloque sur un os, c'est parce qu'en général, il y a des non-dits et des secrets de famille. Et là, quand on vient explorer, croyez-moi bien qu'on n'est pas populaire. Et là, on s'entend à table dire des phrases du « Qu'est-ce que t'es venu soulever tout ça ? Avais-tu besoin de remuer le passé ? Regarde, t'as fait pleurer ta tante. Mais que dirait ta grand-mère ?» Et là, il y a une espèce de paf, de faisceau de... Oh là là, je vais être responsable de beaucoup de choses. Ne faites rien. Mais non, allez-y, justement. Allez-y, libérez les lignées de ces schémas récurrents et répétitifs. C'est justement ça. Tout en sachant qu'évidemment, on ne va pas vous auréoler de gloire parce que vous avez levé un secret de famille et que papy a eu 2 enfants illégitimes à l'extérieur qu'il n'a jamais reconnus et qu'on ne comprend pas pourquoi dans cette lignée, les héritages
tâche se passe toujours mal. Parce qu'il y a 2 absents de façon invisible et que les 2 parts manquantes se retrouvent toujours quelque part en fait. Quid, Anne, je passe du coq à l'âne, mais c'est pas grave, de ces gens, vous savez, dont on ne retient pas leur prénom, parce que presque comme si leurs prénoms ne leur vont tellement pas qu'on a du mal à les intégrer. Je sais pas si je suis la seule. Vous avez un exemple en tête ? Parce que c'est pas le prénom dont on se souvient pas. C'est que je reprends un peu ma casquette de médium. C'est parce que ces gens n'auront aucune incidence dans notre vie en fait. C'est comme si on avait fait un espèce de d'oubli, de blackout de ces gens qui, pour nous, n'auront pas d'empreinte, ne laisseront pas d'empreinte. En fait, je dirais même que c'est pas le prénom dont on se souvient pas, c'est leur empreinte personnelle qui ne nous atteint pas. Ah mince, alors moi c'était l'inverse. C'était hier, il y a une dame qui me dit j'arrive jamais à retenir ton prénom, donc je sais dans quelle catégorie elle va ranger. Pardon Emeline, c'est qu'elle vous considère pas du tout. Et en tant que médium, parce que ça, d'ailleurs c'est pour ça que je fais très attention avec mes copines, quand une de mes amies me dit oh, regarde, ma fille a rencontré tel garçon, ou tiens regarde j'ai rencontré telle personne, je regarde, évidemment je fais très attention parce qu'on attend de moi évidemment que je donne mon ressenti. Si dans la soirée j'ai oublié le prénom du compagnon qu'elle a rencontré, je sais déjà que c'est foutu. Ça veut dire qu'il ne restera pas dans sa vie, voire c'est pas du tout quelqu'un pour elle. Ça, pour moi, c'est un marqueur fort. Vous voyez, c'est la même chose. Il y aura pas d'empreinte de cette personne dans sa vie. Vous venez de dire quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Vous dites, on attend de moi. Et c'est vrai que ça amène cette question, pour en revenir à votre médiumnité. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous trouvez ça presque normal que les gens, quand ils vous rencontrent, espèrent que vous allez leur donner quelque chose. Ou à contrario, me fuient pour que je ne vois surtout pas quelque chose d'eux qu'ils ne voudraient pas me dire. En fait, il y a des réactions très épidermiques, très souvent, entre l'attraction secrète et le désir d'avoir une lecture là à un instant T, ou à l'inverse, la fuite totale parce qu'on n'a pas envie que je vois ce qu'ils n'auraient pas envie de dévoiler. Moi, je propose une dernière option, parce que moi, j'étais dans aucune de celles-ci. C'est vrai ? Non, pas du tout. En fait, quand vous avez parlé de mon prénom tout à l'heure, j'étais gênée, mais simplement parce que je me disais « Ah non, mais la pauvre, en fait, je voulais pas qu'elle prenne du temps, vous savez, ou qu'elle... j'avais pas du tout envie de vous demander ça, moi. Au contraire, c'était plutôt ni l'un ni l'autre. J'ai pas peur de vous, mais j'ai pas envie de vous sursolliciter, parce que je me dis, effectivement, comme vous êtes un personnage public aussi, vous faites plein de vidéos sur les réseaux, vous apparaissez à la télé, on vous voit souvent, effectivement, j'imagine qu'il y a des gens qui sont dans cette attente d'un message. Oui, mais aujourd'hui, je sais... déjà, je m'entoure d'amis qui sont amis avec Anne, pas avec la médium, même si je suis fondamentalement aussi médium, c'est pas qu'un métier, mais je sais maintenant hyper réguler ça, et surtout, jamais il ne me viendrait à l'esprit d'interpeller quelqu'un pour lui donner un message comme ça, de façon, c'est pour faire un peu du show et du spectacle. Je sais à quel point ça peut violenter quelqu'un, à quel point ça ne peut ne pas l'aider. Personne ne m'a demandé de dire au fait ton mec là t'es sûr il te tromperait pas non mais on est d'accord, c'est d'une violence absolue. Mon rôle est d'être une messagère et d'aider les gens. À aucun moment l'idée c'est d'aller forcer des portes. Moi je mets toujours beaucoup de douceur là-dedans, même si parfois les choses que j'annonce à mes consultants ne le sont pas, mais j'ai leur accord, j'ai leur aval. On est dans une séance où il est entendu qu'on a posé un cadre professionnel là-dedans, et ça change tout en fait. Ça change tout. Faut un accord tacite. Comment vous expliqueriez ce qu'est un médium à un enfant de 6 ans, par exemple ? Je dirais que c'est un facteur qui vient donner des lettres à ceux qui en ont besoin. Et que le facteur n'a pas à commenter les lettres, il n'a pas à être content d'une carte postale joyeuse, ou il n'a pas à être triste d'une facture un peu trop chargée. Il vient faire son job de facteur. Pas sur le vélo, dans un VTC ou un taxi plutôt, hein, mais c'est ça, c'est être une factrice, une messagère. Comment ça fonctionne dans le concret ? C'est-à-dire comment vous ressentez ?
vous, les messages que vous recevez? J'entends, je vois, parfois les deux, je sens. Tous mes sens, en fait, sont sollicités. Et j'entends, je peux entendre. Alors, dans ma boîte crânienne, hein, j'entends pas dans mes oreilles. J'entends comme dans une partition de musique. Imaginons si moi je parle en do mineur, et ben j'entends une voix en fa majeur. Et je sais que voilà, c'est un autre dialogue qui s'instaure. Je le sais aussi parce que des fois, je délivre des informations dont je n'ai strictement aucune connaissance ni culture personnelle. Et j'évoque des gens que je n'ai jamais connus, ni de près ni de loin, qui sont décédés parfois bien avant que je naisse. Donc je sais qu'en fait, je ne peux pas m'inspirer ou, comme on dit parfois, faire de la lecture froide avec mes consultants, puisque parfois, je leur délivre des informations qu'ils ignorent eux-mêmes. Et après, ils vont en quête, ces gens-là, au sein de leur famille, d'aller chercher les infos nécessaires qui correspondent à leurs défunts. Encore une fois, c'est aller découvrir ce qui n'est pas visible. En fait, toujours une espèce de recherche comme ça, pas de vérité, mais d'authenticité. Je pense que c'est vraiment ça. Merci Anne Tuffigo. Je rappelle le nom de votre livre, Ce que révèlent vos prénoms, sorti aux éditions Albin Michel. Merci d'avoir eu la délicatesse d'assortir la couverture de votre livre au logo RZN Radio et à votre chemise. Et vous savez pourquoi pourquoi le violet ? Pourquoi ? Parce que c'est l'alliance du rouge et du bleu. Le bleu étant la couleur de la terre et du rouge du ciel. Et un prénom, c'est exactement ça. C'est le marqueur de la terre et du ciel. Donc cette couleur violette, parce que tout est pensé. C'est ça. C'est en fait le mixte entre nous sommes des êtres subtils et des êtres physiques et terrestres. Pour moi, le violet, c'est la couleur d'équilibre de tout ça. Merci encore Anne. Merci Emeline.